Le succès de la littérature jeunesse ne se dément pas, c'est le grand angle de ce dimanche 5 décembre. Le secteur de la littérature jeunesse est en pleine forme en France. Un bouquin vendu sur 4 s'adresse aux enfants et aux adolescents. Tous avaient rendez-vous ce week-end au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, en région parisienne. Des dizaines de milliers de livres présentés, plus de 1000 artistes et parmi eux, 2 lauréates. Hélène Vignal, bonsoir. Bonsoir. Vous avez reçu la Pépite d'Or pour Queen Kong aux éditions Thierry Magnier. C'est un roman pour adolescents. Le livre aborde avec audace la question de la sexualité d'une adolescente. Et bonsoir à vous, Magali Lehuche. Bonsoir. Pépite BD pour vous, elle vous a été attribuée par de jeunes lectures pour Nowhere Girl aux éditions d'Argo. Il est question là de phobie scolaire, bravo à vous deux. Vous avez un point commun évidemment, c'est que vous vous adressez aux jeunes. Est-ce qu'il faut se replonger dans sa propre adolescence, retrouver les sensations pour écrire aux adolescents? En fait, il faut essayer de ne pas faire adolescent. Et il faut trouver un personnage, trouver sa voix, VOX, et le suivre en fait. Voilà. Mais on essaie de retrouver cette sensation d'adolescence? Alors moi, comme j'ai fait une autobio où j'ai été un peu obligée de me replonger dans les souvenirs pour voilà pour vous me êtes rappeler. replongé dans votre histoire, dans votre Oui, adolescence. puis ma BD a quelque chose où il fallait que je me rappelle des sensations de la musique que j'écoutais et tout ça, quoi. Est-ce qu'on écrit différemment quand on s'adresse à des enfants ou à des adolescents? La seule condition que moi je pose, c'est qu'il y ait de l'espoir. Voilà. Mais je pense qu'on peut aborder tous les sujets. Moi, c'est mon parti pris, en tout cas. Mais pas les priver d'espoir. Votre livre donc s'appelle Queen Kong, c'est un roman pour parler de la sexualité des ados, l'histoire d'une jeune femme qui assume ses désirs et affirme pleinement sa liberté sexuelle. On la découvre au fil de ses différentes histoires amoureuses. Ça parle de consentement, du genre, de sa recherche d'émancipation en tant que femme, malgré le harcèlement qu'elle subit finalement sur les réseaux sociaux. Votre héroïne se pose clairement du côté du plaisir, c'est ça l'espoir aussi dont vous parliez? Bah oui, la sexualité, c'est une ressource que nous avons tous. Et je pense qu'elle doit être comprise comme telle aussi par les adolescents très tôt pour qu'ils aient toutes les chances de la vivre la plus épanouie, la plus heureuse possible. Vous avez fait le choix d'un langage assez cru, assez direct. Pourquoi? C'est la collection qui veut ça aussi. C'est une collection dans laquelle l'éditeur Thierry Magnier, la collection L'Ardeur, a pris le parti de parler sans détour de la sexualité. Et moi, c'est un projet qui m'intéressait beaucoup parce que finalement, les adolescents, ils ont soit la dimension médicale, prévention anxiogène, soit la dimension pornographique. Mais en fait, pour moi, la sexualité, c'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment une ressource très joyeuse et j'avais envie d'en parler aussi comme ça. Alors, Magali Lehuche, votre BD, je le rappelle, s'appelle Nowhere Girl. Elle aborde la question de la phobie scolaire à travers l'histoire d'une jeune fille dans les années 90, Magali. Une jeune fille un peu perdue entre l'enfance et l'adolescence, qui n'arrive plus à aller à l'école et qui se réfugie dès qu'elle le peut dans la musique des Beatles pour s'évader. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Là aussi, les questions d'une jeune femme qui se sent différente, en décalage, qui s'isole. Oui, en fait, moi, j'ai vraiment voulu parler de cette période entre l'enfance et l'adolescence où on n'est plus vraiment enfant, on n'est pas encore vraiment adolescent. Et c'est un état où on sait plus trop comment se positionner, se placer. Je me rappelle très fort de cette sensation où j'avais l'impression que l'enfance n'était pas loin et que le monde adulte ça me faisait peur. On n'arrive pas à se positionner. On n'arrive pas à se positionner. Puis il y a quelque chose de violent dans le changement du corps que moi je refusais clairement parce que tout ça allait trop vite. Tout d'un coup, on nous voit à l'école. Tout d'un coup, le rapport au monde change. Et voilà. Et donc, je me souviens de cet état d'angoisse dans lequel ça me mettait. Et je pense que ce qui est propre à cette période-là pour beaucoup de préados, c'est de s'accrocher à quelque chose d'artistique où on peut trouver des refuges dans l'art ou dans autre chose, en tout cas, d'essayer de trouver des perspectives possibles. Et c'est aussi pour ça que je suis contente que... Et d'ailleurs, votre pépite vous a été attribuée par des jeunes. Oui. C'est particulièrement gratifiant. Ah bah complètement. Justement, je me suis dit, ça fait écho à la génération de préadolescents d'aujourd'hui. Et oui, c'est une belle récompense. Ouais. Alors l'une et l'autre, ce que vous avez en commun, le format n'est pas le même, mais ce qui est en commun, c'est vraiment que vous abordez des questions de société sous l'angle jeunesse. C'est un phénomène nouveau. Est-ce que le livre jeunesse est devenu le reflet des problématiques de la société? La littérature, en fait, est produite dans une société. Les auteurs ne sont pas des abstractions, en fait. Oui, pendant longtemps, les livres pour enfants étaient dans d'autres registres. Ça, c'est nouveau? Mais ça a déjà, je pense, une bonne vingtaine d'années, en fait. Ce parti pris, qui est un choix clair des éditeurs et un bonheur aussi des auteurs, de dire les choses telles qu'elles sont.
aux ados, aux enfants. Est-ce que les jeunes lisent plus depuis le confinement, comme on le lit? Vous rentrez du salon de Montreuil, vous l'avez constaté? Alors, est-ce qu'ils lisent plus? Je ne sais pas trop. En fait, En fait, apparemment, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'il y a eu beaucoup d'achats de livres pour les jeunes et pour les enfants, mais ça a bénéficié aux best-sellers, enfin aux livres que les gens connaissaient déjà. Les bibliothèques étaient fermées, donc voilà, il y a eu des achats, mais ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, il n'y avait plus la médiation des libraires qui permettent aussi d'aller vers des textes un peu différents que le grand public n'irait pas forcément aller vers la chercher. découverte, en fait. Voilà. Donc, ça a bien marché, les ventes de livres pendant le confinement, mais sur des livres qui étaient déjà connus. Voilà. Justement, les éditeurs ont le sourire. Les derniers chiffres du marché du livre jeunesse leur donnent le moral. Les ventes atteignent près de 75 millions d'exemplaires entre janvier et fin octobre 2021, soit un chiffre d'affaires généré de près de 655 millions d'euros. L'année n'est pas terminée. Ça représente une hausse de 16% en nombre d'exemplaires vendus. Comment vous expliquez ce succès de la littérature jeunesse ? Comment on l'explique ça? Comment on l'explique? Parce qu'il y a des livres de qualité, je ne sais pas. Non, parce que c'est vivant peut-être. J'ai du mal à l'expliquer. Enfin, en tout cas, ma position à moi, c'est que j'ai plaisir à faire les livres et que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de liberté de plus en plus. Vous essayez de plus chercher peut-être les adolescents, les enfants, c'est comme ça que ça se traduirait? Je sais pas, parce que moi j'ai toujours du mal à savoir à qui je m'adresse. J'ai l'impression que j'ai envie de m'adresser à tout le monde, mais que naturellement j'ai une attirance pour la littérature jeunesse et une liberté dans ce domaine-là. Mais c'est un marché aussi, donc c'est intéressant d'écrire pour ce marché-là. Est-ce que vous y pensez quand vous écrivez? Non. Et vous? Non. Au moment de l'écriture, vraiment, on est dans le projet, on est dans notre projet en fait. Par contre, c'est vrai que c'est un marché florissant dont nous, en fait, les auteurs et les autrices, on est un peu, enfin, en gros, on gagne beaucoup moins d'argent que les auteurs en littérature générale, par exemple. Faut le dire. Donc on est très très nombreux. Il y a aussi beaucoup de surproduction dans ce marché. Enfin voilà, mais nous, quand on crée, quand on travaille, on n'est pas du tout dans l'angle commercial, dans l'angle marché, quoi. Mais la réalité, c'est aussi que vous en vendez. C'est quoi un bon livre en termes de vente pour vous? En termes de vente, moi, je crois que mes meilleures ventes, ça doit être un livre autour de 16-17 000 exemplaires. Et vous arrivez à en vivre? Oui. Vous en vivez? Oui. Oui. On dit toujours que les auteurs viennent en bout de chaîne dans l'édition. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il faut travailler beaucoup pour en vivre. Il faut avoir aussi peut-être un peu de reconnaissance. Je pense que tout le monde n'en vit pas, tout le monde n'en vit pas bien. Et même en travaillant beaucoup, on en vit normalement. Je veux dire, on n'est pas... voilà. Oui, c'est ça. Et puis, il faut faire des choses à côté. Enfin, je ne sais pas si c'est ton cas, Magali, mais moi, je fais aussi beaucoup d'ateliers d'écriture, de rencontres scolaires, etc. Si je devais me contenter de mes droits d'auteur, je ne pourrais pas vivre de mon travail, en fait. Voilà. Combien vous touchez pour un exemplaire vendu? De Queen Kong, là, 98 centimes. 98 centimes, et vous savez? Alors moi, je sais même pas, j'ai même pas fait le calcul. Mais en gros, entre les pourcentages, c'est entre 3 et 6%, quoi. Donc c'est pas énorme. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir, nous parler de littérature jeunesse, un marché qui se porte bien et deux autrices heureuses, d'après ce qu'on peut voir. Merci beaucoup à vous deux.